Aïda Sawyer, directrice Afrique centrale de Human Rights Watch, et Paul Sapou, secrétaire général de la FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme, ont animé ensemble le samedi 7 octobre 2018 à Bruxelles une conférence autour des thèmes suivants. Le rôle positif ou négatif des multinationales sur le continent africain, l'élection ou insurrection en décembre 2018 en rapport avec l'article 64 de la Constitution de la RD Congo. C'était sur initiative de l'ASBL Change dans le cadre de la quinzaine de solidarité de la ville de Bruxelles. À moins de 80 jours des élections congolaises, qu'ont dit les deux défenseurs des droits de l'homme de grande renommée internationale? Suivez cela dans ce reportage L'Info en ligne des Congolais de Belgique réalisé par Cheikh Fita. Donc je vais répondre d'abord en donnant un petit résumé de là où nous sommes maintenant et comment est-ce qu'on est arrivé. Donc comme vous savez tous, le deuxième et dernier mandat constitutionnel de Kabila a pris fin en décembre 2016. Et depuis 2015, Kabila et ceux qui sont autour de lui ont utilisé la violence, la répression, la corruption et toute stratégie possible pour ne pas organiser ces élections et pour essayer de renforcer son pouvoir en essayant plusieurs différentes pistes. Est-ce que ce serait possible de changer la constitution pour mettre fin aux limites des mandats, changer la loi électorale, pour avoir le census national, recensement national avant les élections et toutes ces autres stratégies ou juste créer des raisons logistiques ou à cause de l'insécurité pour ne pas organiser des élections. Et pendant tout ce temps, le peuple congolais a montré leur volonté claire que la constitution soit respectée et qu'il y a des élections crédibles et qu'il y a ces changements au leadership du pays. Et il y avait plusieurs manifestations de la population depuis surtout janvier 2015 et une répression systématique de la part des forces de sécurité et des officiels du gouvernement contre ceux qui sont opposés aux efforts de Kabila et ceux qui sont autour de lui de se maintenir au pouvoir. Nous, à Human Rights Watch, on a documenté jusqu'à là presque 300 personnes qui ont été tuées par les forces de sécurité lors de ces manifestations pacifiques pour exiger le respect de la Constitution. Et il y a plus de 1800 personnes qui ont été arrêtées, donc soit des membres de l'opposition politique, les leaders politiques de l'opposition et beaucoup des activistes pro-démocratie, des mouvements citoyens, des activistes des droits humains et des journalistes. Des fois, donc, la plupart ont été libérés par la suite, mais il reste plusieurs qui sont toujours détenus. Et parmi tous ces gens, donc, souvent c'était des longues détentions pour des semaines, même des mois ou des années, à l'ANR, l'Agence nationale de renseignement, sans chef d'accusation contre eux, sans accès à leurs avocats, sans accès à leur famille, des fois des mauvais traitements, manque d'accès aux soins nécessaires, ou des fois ils ont été transférés à la justice avec des procès complètement politiquement motivés. Et aussi, donc, chaque fois, donc, quand ils ont organisé des manifestations, c'est le gaz lacrymogène ou même des balles réelles. Au début de cette année, vous vous rappelez, j'imagine, janvier, février et décembre de l'année passée, les manifestations organisées par l'église, donc le CLC, lié à l'église catholique, les forces de sécurité sont allées si loin en tirant dans les églises et dans les paroisses, pas même des balles réelles et des gaz lacrymogènes. Donc c'est un niveau de répression très élevé. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Avec toute cette mobilisation de la population, on a vu aussi, même si c'est encore plus faible qu'on voudrait, il y avait quand même une pression de la communauté internationale et aussi dernièrement surtout de la région et des pays de la SADC, des pays voisins, et qui disent qu'il faut que les élections soient organisées, il faut que Kabila quitte le pouvoir et il faut qu'il y ait des élections crédibles, inclusives, transparentes, pacifiques, etc.
Et je crois que grâce à toute cette pression de la population de la région, des sanctions ciblées qui ont été imposées par les États-Unis et l'Union européenne contre ceux qui sont responsables pour les graves violations des droits humains et aussi ceux qui sont donc impliqués dans la corruption. Donc à cause de tout ça, Kabila, donc d'abord ils ont accepté de publier un calendrier électoral et d'annoncer une date qui est le 23 décembre de cette année pour les élections. Et ça c'était donc bien sûr c'est 2 ans plus tard et 1 an plus tard, donc depuis ce qui a été dit dans l'accord de Saint-Sylvestre qui a été médiaté par l'Église catholique en décembre 2016. Mais malgré ça, finalement, il y a une date depuis novembre de l'année passée. Et au début de cette année, il y avait, ou même jusqu'au août, il y avait des soupçons que Kabila allait présenter lui-même comme candidat, même si c'est interdit complètement par la Constitution, mais il y avait des gens de son parti qui ont commencé vraiment une campagne pour qu'il reste et qu'il soit candidat. Mais je crois grâce à toutes ces pressions, le 8 août, au dernier jour dépôt des candidatures, merci. Donc Kabila ne s'est pas présenté, il a annoncé son dauphin, Shadari Ramazani, qui est son candidat pour les élections. Donc moi je dirais que c'était une étape importante, mais on est encore énormément loin des élections crédibles ou transparentes qui vont vraiment répondre aux attentes de la population congolaise pour avoir de vraies élections et un vrai changement, d'avoir l'opportunité d'élire des nouveaux leaders, mettre en place un nouveau système de gouvernement. Donc, je crois que je vais juste rapidement pour citer tous les problèmes. Il y a la répression que je viens d'expliquer. Il y a donc plusieurs candidats de l'opposition qui sont exclus ou qui ne pouvaient même pas donc mettre leur candidature. Il y a la machine à voter qui est vue par beaucoup de l'opposition, société civile, communauté internationale, comme donc une machine qui pourrait faciliter la fraude ou causer beaucoup de problèmes logistiques le jour de vote. Il y a énormément de problèmes avec les fichiers électoraux, avec au moins 6 millions des électeurs qui peuvent être des électeurs fictifs. Donc, et ça, c'est quand même, ça serait un utile important pour faciliter la fraude. Il y a beaucoup de médias proches de l'opposition qui restent fermés. Il y a un manque d'indépendance totale de la CENI, la Commission électorale nationale, et aussi un manque d'indépendance totale des cours et tribunaux qui sont là pour juger en cas de contestation. Donc, dans ces contextes, c'est très difficile d'imaginer des élections crédibles et transparentes. Donc, où est-ce qu'on va aller? Je crois, donc, dans mon analyse, il y a 4 scénarios possibles et peut-être des versions différentes de ces 4 scénarios. Mais, donc, premièrement, c'est toujours possible qu'on verra des nouveaux retards et que ces dates du 23 décembre ne seront pas respectées. Peut-être ils vont citer des raisons logistiques, techniques, financières ou autres. Et cette option va donner à Kabila l'opportunité d'essayer encore une fois de plus d'enforcer son mainmise sur le pouvoir. Deuxième option, peut-être ils vont respecter les dates, mais on aura des élections chaotiques, répressives, fraudulentes, avec énormément de problèmes, où Shadari Ramazani, le dauphin de Kabila, sera
annoncé comme le vainqueur, mais où les résultats ne seront pas respectés par le peuple congolais ou en grande partie, et ça peut causer des contestations, ou même des violences, des répressions et des troubles pour la suite. Et ça ne va pas du tout résoudre les problèmes fondamentaux des droits humains au pays. Ou donc peut-être s'il y a assez de pression et assez de pression forte, je dirais, il y a encore le temps de faire quelques changements clés pour respecter les conditions minimales pour les élections crédibles le 23 décembre. Donc si par exemple les autorités décident de ne pas utiliser la machine à voter, de nettoyer les fichiers, de libérer les prisonniers, laisser tout le monde participer, libérer l'accès aux médias, etc. Je crois qu'on pourrait avoir une élection plus ou moins ou assez crédible, mais on est très loin de ça et la pression aurait besoin d'être énorme pour y arriver avant décembre. Quatrième option, c'est cette idée donc, liée à l'application de l'article 64. Si le peuple, avec peut-être le soutien des acteurs de la région et la communauté internationale, dit qu'ils ne vont pas accepter encore un autre délai ou des mauvaises élections, mais ils peuvent appeler à une haute transition sans Kabila pour organiser des bonnes élections et pour donner une vraie opportunité aux Congolais d'élire des nouveaux leaders et qui pourraient mettre en place un nouveau système de gouvernement. Et je crois que cette option donne le plus d'opportunités pour un vrai changement, mais ça vient aussi avec beaucoup de risques. Comment est-ce que cette transition serait mise en place? Qui va les gérer? Comment est-ce que les forces de sécurité seront gérées pendant cette période? Et beaucoup d'autres questions. Donc, si ça pourrait aller, et si on veut éviter plus de violence et des troubles, il faut que ça soit très bien planifié et coordonné avec des acteurs clés, je dirais. Pouvant avoir lieu pour faire en sorte que soit Kabila reste au pouvoir et se maintient au pouvoir, ou soit il y a une transition qui s'est faite sans Kabila, mais une transition comme nous le comprenons ici, qui peut être sanglante, qui fait même appel à un soulèvement populaire, ce soulèvement que nous avons déjà cru voir dans différentes situations qui se sont passées au Congo. Alors je reprends vite ce qu'elle a dit. Elle a dit donc le premier point, ce serait donc soit le retard par rapport aux élections, donc la date n'est pas maintenue, donc la date du 23 n'est pas maintenue, donc le respect de la date, mais alors à ce moment-là nous avons une élection chaotique où totalement sanglante, où il y a des gens qui sont tués, où il n'y a pas de transparence totalement par rapport à cela, ou alors M. Ramazani est élu président, on gagne, alors à ce moment-là ça pose tout un grand problème par rapport à différentes personnes de l'opposition, ou alors à ce moment-là le temps de changement pour permettre à ce qu'on puisse respecter et voir même si les machines à vote ne pourront être placées et faire en sorte que ces élections soient respectées. Je ne sais pas, M. Paul Sampoul, qu'est-ce que vous avez dit par rapport à ça? Oui, ce sont des scénarios, hein. Mais encore une fois, il y a un adage qui dit que aide-toi, le ciel t'aidera. Moi, je n'ai jamais vu une communauté internationale réunie comme elle se présente actuellement à l'ONU résoudre vraiment un problème dans un pays sans que le peuple de ce pays se prenne en charge au sens vrai du mot. Sinon, ils vont toujours vous conduire dans des négociations sur négociations. Et derrière, il y a des lobbies, il y a qui soutiennent tel camp ou tel autre. Et dans l'entretemps, c'est l'herbe qui en souffre, c'est la population. Alors, face à cette situation telle qu'elle est décrite là, encore une fois, il faut penser que la société civile a une part importante à jouer à l'heure qu'il est. J'en ai parlé à d'autres responsables de la SENCO avec qui j'étais.
à Genève dernièrement. L'histoire est là, prenez vos responsabilités. Il ne suffit pas, on vous appelle à New York pour expliquer ce qui se passe, quand bien même ceux qui sont à New York sont au courant, savent ce qui se passe. C'est bien d'y aller, marteler, mais c'est mieux d'organiser le peuple. Vous vous présentez seul là, sans une dynamique, une synergie qui montre que ce que l'évêque président peut dire, c'est ça, et ce qu'un activiste de droits de l'homme peut dire, c'est ça. Hein? Puisque le temps de cette fausse diplomatie ou modestie est terminé, puisqu'il y a beaucoup de sang est passé. Voilà, vous vous présentez là sans cette dynamique-là. Hein? Et puis les autres qui sont restés à Kinshasa tirent sur vous, ils vous ciblent, puisque vous êtes en quelque sorte le père fondateur d'un accord, l'accord de la Saint-Sylvestre. Ils tirent sur vous. Et les différents pays qui soutiennent la RDC, on les connaît, la Russie, la Chine, et quelques pays de l'Amérique latine, vous disent que voilà, vous êtes problématique, comme ça. C'est comme ça que ça ne marche pas. Hein? Donc il faudrait, avec cette prise de conscience au niveau de certains acteurs internationaux, au niveau de quelques pays, profiter pour que nous, Congolais, on puisse s'organiser, se mobiliser et transformer toutes ces dispensations-là en une opportunité vraiment de changement qui puisse nous lancer sur la voie de réformes dont on a besoin pour remettre ces pays à flot. Je vois par exemple aujourd'hui qu'avec Kabila, c'est impossible de trouver une solution. Non, ces messieurs-là, nous qui avons des rapports chaque jour, nous avons des victimes de ce régime. Ce monsieur-là a seulement peur. Kabila a peur du lendemain. Demain sans pouvoir, c'est quoi? C'est son problème. C'est son problème. Le sang a trop coulé. Des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Sa responsabilité hiérarchique bien établie. Et bien engagée. Et dans le Kasaï, on l'a vu enranguer, discuter avec les gens qui avaient donné l'ordre de tuer. Et ces gens qui lui demandent la récompense. On a tout ça, on a tous ces éléments. Le double assassinat des Onusiens, on sait ce que ce régime a fait. Sans parler de ce qui se passe à Beni, à Ituri et ailleurs. Je ne vois pas un tel monsieur se dire « Ah, je vais faciliter la tâche. Ah non. » Mais il a déjà raté une bonne sortie. Oui. Il y a de cela 2 ans, en quelque sorte, on pouvait oublier. Mais c'est pire. Voilà pourquoi nous sommes de ceux-là qui pensons qu'une transition sans lui et une bonne partie, c'est ce qu'on ne dit pas de ceux qui sont autour de lui, puisqu'il y a aussi des bons autour de lui, mais qui se cachent, qui ont peur, etc. Ce serait l'idéal. Mais pour cela, nous devons beaucoup travailler dans le reste de ce temps ici, etc., qui nous sépare. Voilà pourquoi, quelque part, nous devons chacun faire un examen de conscience, chaque leader du mouvement associatif, chaque leader politique, et comprendre vraiment quelle est notre part de responsabilité chacun dans ce qui nous arrive. Voilà, je pense que le cas de la RDC, c'est un cas très sérieux, puisque c'est un cas qui touche
à la paix et la sécurité, tant pour les Congolais que pour les autres peuples de pays de la sous-région, et qui finalement devient un problème de cette communauté internationale de l'ONU, hein, pour résoudre et s'impliquer au nom de l'ingérence, si vous voulez, humanitaire, et non pas hein, ce qu'on nous raconte chaque jour, le souverainisme qui n'a pas vraiment, un mot qui est malvenu, que le tenant du régime sont en train de nous rabâcher chaque jour avec les médias de l'État. Alors, moi, je voudrais rebondir un peu sur le président tchadien a déclaré qu'avec l'autorisation de la RDC ou sans autorisation, nous la prendrons. Tout ça pourquoi? C'est puisque dans le pays, on ne défend pas les intérêts du pays. On ne défend pas, on n'applique pas les lois nationales. Et c'est pour ça, avec cette instabilité politique et cette insécurité sur terrain, les pays qui nous entourent, tout comme les multinationales, en profitent. Donc l'unique solution, c'est l'application de l'eau. Mais on ne peut pas compter sur le régime actuel. Et pour aller dans le sens de ce que Paul venait de dire, je pense que nous autres, nous sommes tombés dans ce qu'on appelle l'attentisme. Là où nous devons nous prendre en charge, faire le grand pas pour que la communauté internationale puisse nous aider, nous clamons haut et fort toujours, ah, mais qu'est-ce que la communauté internationale fait? Est-ce que vous ne voyez pas les gens qui meurent? Mais vous ne faites rien. Mais c'est à nous d'abord de travailler. C'est à nous à être le premier sur le terrain, à crier haut et fort, à marcher pour pouvoir dénoncer une tricherie par exemple. Et malheureusement, à être prêt même à verser son sang. C'est quand la communauté internationale voit qu'il y a le sang qui coule, ce n'est pas un jour, quand nous-mêmes, un jour après, nous nous éparpillons, on ne fait plus rien, et les gens diront, ah, ça s'est calmé. Mais quand ça s'étend, pendant plusieurs jours, donc les manifestations, c'est alors qu'on peut attirer les autres à venir nous aider. Et ça nous manque. Nous devons travailler dans ce sens-là, la conscientisation, la sensibilisation, mobilisation, pour pouvoir nous-mêmes nous prendre en charge. Ajouter une chose par rapport aux observateurs, il ne faut pas attendre grand-chose de la part de la communauté internationale, même si ce n'est pas encore clair si l'Union européenne va envoyer une grande mission d'observation, et même Centre Carter et les autres, c'est des petites équipes. Mais c'est les Congolais qui sont partout au pays, qui sont là, qui peuvent être des bons observateurs si vous êtes organisés. Et aussi, il y a les témoins des partis politiques qui ont accès à toutes les données. Donc ça, c'est vraiment, au lieu d'attendre qu'est-ce que la communauté va faire, c'est le moment, c'est déjà tard, mais il y a encore du temps d'essayer de s'organiser pour assurer qu'il y a assez d'observateurs, au moins pour avoir donc une idée. Donc si les résultats sont annoncés, pour avoir un contre-rapport de la part des observateurs. Monsieur Paulson. Oui, mais je pense que nous avons une bonne opportunité, mais malheureusement, les Congolais ne comprennent pas. Nous avons une initiative qui date, appelée Antenne Monde Société Civile, qui a fait des bonnes projections, des bonnes études, et qui est arrivé à mettre en place un très bon module de mise en place d'un décompte parallèle de voix ou de monitorer ce processus-là. Et si nous, Congolais, qui comprenons la chose, nous nous organisons maintenant pour que dans chaque bureau de vote à venir, qu'on ait une présence de ces observateurs de la société civile. Je pense que nous pouvons nous organiser à annoncer même les résultats, les tendances avant cette commission électorale. Mais qu'est-ce que je constate? Quand vous sensibilisez les soi-disant opposants, puisque au bout du compte, ça va les profiter, ces gens-là ne sont pas, ils sont distraits. Ils sont distraits, ils disent mais cette élection ne me concerne pas puisque moi j'ai été invalidé. Un autre vous dira bon, maintenant moi je n'ai pas de moyens, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Vous, les organisations de la société civile, vous avez plus de moyens que nous autres, les politiciens, etc.
Quelle irresponsabilité! Quelle irresponsabilité! Je crois que c'est maintenant ou jamais, puisque cette mission-là des Congolais, avec plus d'observateurs partout, même dans nos villages, peuvent vous dire que ça a été biaisé, ce n'est pas une bonne élection. Voilà ce qui s'est passé. Et ça peut conduire, déboucher sur une sorte de soulèvement, bon, une revendication fondée, etc. Mais déjà, il y a la problématique ici au niveau de la diaspora. Il y en a qui disent que le pays est occupé. Il ne faut jamais penser élection lorsque le pays est occupé. C'est ce que nous vivons dans chaque jour ici, etc. Voilà. Je vais compléter Paul, hein, oui. Parce que bon, en fait, c'est Cheikh Fita d'info en ligne de Congolais et de Belgique. Bon, Paul a effleuré un dossier sensible, mais il ne l'est plus parce que, en fait, avec lui, nous administrons une plateforme appelée Antenne Monde de la société civile d'ailleurs de Congo, qui a été fondée en 2015. Vous pouvez aller sur Internet, vous tapez, vous allez retrouver ça. En fait, l'idée c'est quoi? C'est que, comme Ida l'a dit, et comme M. Labbé l'a dit, d'abord, nous les Congolais, on est attentistes. On est là, à 21h, quand on rentre fatigué, on pianote un peu, on pense qu'il y a quelqu'un qui fera notre travail à notre place. Surtout nous qui vivons ici à l'étranger, qui avons la possibilité de communiquer, la possibilité de nous organiser, et même des moyens à mettre donc, ensemble. Donc, en fait, si en 2011, on n'a pas pu mettre Tshisekedi au pouvoir, c'est parce qu'on n'avait pas les preuves. Si on avait les preuves, on aurait pu. Mais cette année, il est possible, effectivement, nous travaillons sur une application. Et nous vous informons que, comme Paul l'a dit, nous avons écrit à tous les leaders politiques que vous connaissez, tous. Ils sont au courant de ce que nous faisons. Oui. Et nous leur disons, ils savent ce que ça coûte. On leur dit, vous avez mis 100 000 € pour être des candidats. Si chacun de vous mettait un dixième de ce que vous avez mis là-bas, nous, on travaille déjà. On synergie avec ceux qui sont. Voilà. C'est-à-dire, nous, en fait, nous créons l'application ici. Mais eux, là-bas, ils sensibilisent leurs membres, leurs témoins, tout. Et cette application, commandée à partir d'ici, on aura tous les résultats en temps réel. On pourra donc même publier bien avant. Et ça, machine à voter quand même. Machine à voter ou pas. Vous savez, je vais vous dire une chose. Si le jour des élections, chaque Congolais va voter, reste, c'est 600 personnes par bureau de vote. Vous votez, vous restez. Vous devenez tous des observateurs. Vous pensez que les 10 policiers qu'on mettra vont vous empêcher d'avoir les vrais résultats? Non. C'est ça la trouvaille. On demande, messieurs les dirigeants des partis politiques, les candidats qui me suivaient, écoutez, nous vous demandons ceci. Le jour des élections, dites à la population d'aller voter, de rester, d'assister au dépouillement, d'assister au comptage, d'assister à la proclamation, de prendre les preuves par smartphone de tout ça. Et nous sommes en train de mettre une structure pour compiler tout ça. Entre parenthèses, Ngoï Mulunda, quand il était venu ici, lorsqu'on l'avait acculé, il s'était même fâché, il avait dit, mais vous les opposants, si vous étiez malin, vous auriez pu avoir les résultats même avant moi. Il l'avait dit, c'est lui qui avait piloté les élections, c'est lui qui avait fait la fraude. Comme dit Paul, est-ce que les opposants ont entendu? Ils entendent toujours en retard. Et nous avons encore 3 mois, parmi les 4 scénarios de Ida que vient de donner, il y a cette implication de nous-mêmes, et au pays et ici. Et donc, vous qui suivez via les médias, vous qui êtes ici, ce n'est plus le moment de dormir. Nous avons 3 mois pour prendre conscience, nous impliquer et changer la donne. Voilà les éléments que je voulais apporter à Paul. Et voilà, nous arrivons maintenant au moment où nous allons faire un résumé de tout cela, où nous allons laisser la parole à M. Paul Sampo ainsi qu'à Mme Ida de pouvoir clore avec un mot d'espoir peut-être
on le dit, en espérant que ces élections ne pourront pas être sanglantes, ne pourront pas... Voilà. Comme vous le dites, Madame Ida, on commence avec vous. Ce sera un miracle, effectivement. On commence par vous et puis on clôturera avec M. Paul Sampour. Merci. Et je pense qu'on ne peut pas clôturer cette soirée sans dire un mot pour reconnaître et féliciter le docteur Mukwege, qui hier a gagné le prix Nobel de la paix. C'est un honneur énorme pour lui et pour le Congo et les Congolais, donc pas seulement donc, les femmes et les filles qu'il a soignées et qui ont l'espoir, qui ont gagné leur vie grâce à lui, qui savent qu'ils ont le droit d'être entendus et d'avoir la justice grâce à ses efforts courageux. Mais le docteur est aussi un activiste très courageux pour les droits humains et la démocratie. Il s'est beaucoup impliqué dans la crise actuelle pour pousser pour de bonnes élections crédibles, une véritable transition. Et je crois que son travail et l'honneur qu'il vient de recevoir avec ce prix, ainsi que tout le travail des activistes, des mouvements citoyens, des activistes pour la démocratie, des droits humains, le travail du CLC, tout ça, donc pour moi personnellement, ça me donne espoir. Et je suis convaincue que la situation va changer et va s'améliorer pour le Congo. J'espère que ce serait plus tôt que tard, mais je sais que cet engagement et ce courage des activistes et des Congolais va arriver à changer la situation. Madame Sampour, que le ciel vous attend. Monsieur Paul Sampour, merci. Nous avons la grande, nous Congolais, nous avons la grande responsabilité de nous mobiliser, de nous mettre debout et d'agir pour que l'avenir de notre pays, la RDC, soit un avenir où les générations futures trouveraient une base de développement, une base, si vous voulez, de révalorisation de toutes ces valeurs de dignité perdues à cause aussi de notre responsabilité, à cause de notre irresponsabilité, vais-je dire, parce que le Seigneur Tout-Puissant, Dieu, nous a dotés de toutes les facultés nécessaires et même des moyens immenses que nous pouvons gérer dans le sens du bien pour toute l'humanité. Mais à cause de notre irresponsabilité, nous nous trouvons dans une situation difficile. Alors, cette dispensation qui se présente là devant nous est une opportunité pour que chacun de nous mette ses égos à côté, s'auto-évalue, essaye de rempiler pour que le pays redémarre. J'ai cet espoir-là puisqu'il y a une jeunesse, certes qui est encore minoritaire, une jeunesse qui chaque jour nous administre des leçons de revendication pacifique. Même s'ils sont très peu nombreux, mais il y a des leçons qui montrent que voilà, c'est lui qui ne revendique pas n'a rien. Voilà pourquoi moi j'ai espoir que avec tout ce qui se passe pour le moment, nous pouvons espérer demain un autre Congo où il fait bon vivre. Voilà le message que je peux adresser. Félicitations à Tien Yasbel, à qui nous disons il faut répéter ce genre de rencontres puisqu'elles nous permettent de faire le point et de voir ce qui a marché et qui n'a pas marché
félicitations et nous serons toujours à votre entière disposition avec les autres compatriotes qui sont dans cette salle et qui se battent au jour les jours pour les changements qualitatifs dans notre pays. Voilà, ben nous sommes arrivés à la fin de notre conférence. Merci à vous d'être venus. Merci aux intervenants, M. Paul Sampo, Mme Ida, merci à vous. Merci à l'ASBL Change, en collaboration avec la ville de Bruxelles, qui a organisé cette conférence et qui a donné en tout cas l'opportunité à ce que nous puissions essayer de comprendre, comme nous l'avons dit ici, ces élections sont un enjeu majeur pour le Congo. Et je pense que nous, la diaspora, avons quelque chose, nous faisons partie de cette communauté internationale. Et je pense que chaque Congolais qui se trouve dans différents pays de la diaspora peut, de son côté aussi, faire quelque chose pour faire en sorte que ces élections, ou bien ces personnes, ces Occidentaux, ces personnes qui ont le pouvoir, de pouvoir agir et de pouvoir faire quelque chose pour que le Congo puisse changer. L'Afrique de demain, qu'est-ce que nous voulons pour l'Afrique de demain? Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour que l'Afrique de demain soit meilleure? Ça, je pense que c'est une question qui reste posée à tout le monde et que nous aurons en tout cas, j'espère, l'occasion de pouvoir y répondre dans les prochaines conférences. Je vais appeler Grâce, membre de l'ASBL Change, qui va venir clôturer avec un mot en remerciant bien sûr différents partenaires. Et quant à moi, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Soyez bénis. Eh bien, je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec vous. L'ASBL Change vous remercie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ASBL a pour but de promouvoir la culture africaine et nous sommes divisés en 3 départements. Un département qui a pour but de transmettre cette culture à la jeunesse. Un département qui a pour but de porter des projets en collaboration avec le Sud. Donc ce sont des projets qu'on appelle Nord-Sud. Et enfin un département davantage culturel qui promeut vraiment la culture sous toute forme artistique, musicale. Vraiment, voilà, c'est vraiment notre leitmotiv.